Voilà, merci, un grand merci à Gaël Marty d'être parmi nous aujourd'hui. Gaël Marty est professeur de droit public à l'université Jean Moulin III de Lyon, responsable du master droit européen et droit de l'homme. Et nous sommes également intéressés parce que vous avez fait en fait une thèse publiée sur le pouvoir constituant européen. Donc, merci à vous. Un petit mot, parce que sur le conseil scientifique, vous avez accepté de joindre ce conseil scientifique. Bon, de quoi s'agit-il? En fait, je dirais deux choses. Réfléchir, la réflexion, et puis aussi faire savoir. Pour nous, c'est important d'avoir des universitaires, des chercheurs, etc., qui peuvent réfléchir sur l'Europe de demain, sur ce qui est nécessaire de faire, sur les changements qu'il faudrait introduire. Bien sûr, pour nous, c'est dans une optique fédéraliste, puisque c'est avec l'Union des fédéralistes. Et faire savoir, c'est au niveau des citoyens. Ces universitaires dans le conseil scientifique ont publié des thèses, font des conférences, il y a des écrits, etc. Donc, parfois, sont sur les médias. Donc, c'est intéressant également de faire savoir qu'une option fédéraliste pourrait être utile pour l'avenir de l'Europe, peut-être du monde. Voilà, Gaël. Olivier va vous poser une petite question sur votre parcours. Bonjour Gaël Marty. Pourriez-vous nous présenter votre parcours, les raisons de ce choix et notamment les raisons du sujet de votre thèse et peut-être vous en dire plus sur la suite de vos recherches? Alors, merci beaucoup tout d'abord de m'accorder cet entretien. Je rebondis tout de suite sur ce que vient de dire Michel, parce que je pense que ces deux options, faire savoir et réfléchir, c'est vraiment l'idée qui m'anime dans mon travail de tous les jours. Alors, comme vous l'avez dit, moi, je suis professeure de droit public à l'université Jean Moulin Lyon 3. Je suis également responsable d'un master de droit européen des droits de l'homme. Je dirige également le centre de recherche qui s'appelle le Centre d'études européennes et on organise beaucoup de choses en lien avec le droit européen, donc les questions européennes, mais vues sous l'angle du droit, puisque moi, je suis juriste. Donc, on organise un gros colloque par an. On aura l'occasion certainement d'en reparler. J'ai organisé cette année un colloque sur la conflictualité dans l'Union européenne. On organise tous les ans une journée sur l'état de l'Union. On essaye de prendre la mesure des grands débats. Et puis... Également aussi, je viens d'obtenir une chaire européenne Jean Monnet sur la promotion et la préservation des valeurs de l'Union européenne. Ça, c'est une thématique que je commence, en tout cas, pas que je commence, mais qui prend de l'importance dans mon travail de recherche. Et je mène à ce titre des actions de sensibilisation, notamment l'organisation à la fin du mois de mars, là, cette année, entre le 20 et le 24 mars, sensibilisation sur l'Europe. Donc, des conférences citoyennes sur le rôle du Parlement européen, sur la zone euro. Voilà, l'idée étant que ce soit le plus grand public possible. Et puis, je mène aussi dans le cadre de la chaire Jean Monnet, une expérience pilote de sensibilisation de très jeunes enfants aux questions européennes. Alors ça, c'est, je crois, quelque chose qui a bien plu dans mon projet de chaire Jean Monnet. En tout cas, j'ai une bonne évaluation sur ce point, parce qu'autant on parle d'Europe aux collégiens, aux lycéens, peut-être parfois au CM1, CM2, mais moi, ce que j'ai proposé, c'est de le faire dès la grande section de maternelle. Je vais suivre une classe pilote, donc à Lyon, une classe d'enfants de la grande section de maternelle, CP, CE1, donc pendant les 3 années de la chaire, pour leur parler d'Europe 3 fois par an, avec des ressources ludo-éducatives, et on va essayer de voir au bout de ces 3 années ce qu'ils retiennent de ça. Alors, on met l'accent sur la diversité de nos cultures, mais aussi, bien sûr, sur les valeurs qui nous rassemblent, et donc avec des réflexions et des petits jeux avec les enfants sur ces réflexions-là. Et déjà, on a mené la première expérience et c'est vraiment très, très intéressant de voir ce qu'il en ressort. Alors, ça, c'est pour l'aspect faire savoir et la participation de la diffusion du savoir. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour faire progresser l'Europe. C'est de faire parler d'Europe et de comprendre ce que c'est, ce qui se joue, les enjeux de l'intégration européenne. Alors, sur le plan plus académique, sur le plan de la réflexion, et là, du coup, dans une perspective scientifique, en effet, vous l'avez mentionné, moi, j'ai fait ma thèse sur le pouvoir constituant européen, avec cette idée au départ de cette réflexion. Alors, il faut dire que j'ai commencé ma thèse en 2003. On était en plein dans
dans la Convention sur l'avenir de l'Europe et cette réflexion qui a mené au traité constitutionnel européen qui malheureusement n'a pas été adopté. Et moi, j'ai réfléchi sur ce concept de pouvoir constituant, qui est un concept qui permet bien sûr de donner pleinement sa place à la démocratie et un rôle des citoyens à l'origine même du pacte social, hein, puisque ce sont eux qui le forgent. Et l'idée, c'était d'essayer de comprendre pourquoi il y avait des obstacles à transposer cette notion de pouvoir constituant à l'échelle supranationale, à l'échelle de l'Europe. Et bien sûr que l'un des obstacles principaux, c'est une espèce de barrière mentale du super-État européen qui viendrait absorber les États-nations et les faire disparaître. Et donc, j'ai essayé de voir si on pouvait, justement en m'inspirant des travaux des fédéralistes, concevoir un pouvoir constituant des citoyens européens qui viennent témoigner de leur vouloir vivre ensemble européen et de leur volonté d'avenir partagé dans l'Union européenne, qui soit une Union européenne fédérale. Et quand j'entends fédéral, je n'entends pas un fédéraliste forcément étatique. Ce n'est pas forcément un super État fédéral que les citoyens pourraient construire, mais c'est une Europe fédérale dans le sens où il y a un partage de compétences entre ces deux niveaux. Donc ça, c'est mon sujet de thèse qui m'a occupée pendant mes 5 années de doctorat. Et depuis, bien sûr que je n'ai pas totalement… en tout cas, j'ai poursuivi ces réflexions, je pense, dans deux dimensions. Une grande partie de mes travaux s'intéresse à la qualification de l'Union européenne et à sa spécificité, notamment là, dans le prisme des études fédéralistes. Et je trouve que le fédéralisme, c'est un magnifique outil pour comprendre ce qu'est l'Union européenne, comprendre qu'elle n'est pas réductible à une organisation internationale, c'est évident, et que pour autant, elle n'est pas modelée non plus sur le modèle d'un super État parce qu'on n'a pas encore franchi ce pas-là. Et bien sûr que le fédéralisme, comme un processus qui vise à associer des entités qui sont séparées, à les associer dans un ensemble plus vaste parce qu'on partage des valeurs communes, parce qu'on a des projets communs ensemble, ça c'est une formidable clé de lecture pour comprendre ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui et puis dessiner peut-être un chemin possible, je l'espère, vers une évolution de l'Union européenne. Ça, du coup, je me suis perdue, mais bien sûr que cette réflexion sur la spécificité de l'Union européenne, elle m'anime encore beaucoup. Et puis, la deuxième, c'est une réflexion sur la légitimation de l'Union européenne parce qu'elle ne peut pas se faire, ça c'est une conviction profonde que j'ai, on peut pas intégrer l'Union européenne sans réfléchir à la manière de la rendre légitime aux yeux des citoyens. Et si on évite ce substrat démocratique, c'est un peu le retour du refoulé. On finit par se retrouver avec des citoyens qui vont faire barrière à l'intégration européenne parce qu'ils ont été dépossédés du pouvoir d'y être associés, du pouvoir de dire quelque chose de cette intégration européenne. Donc voilà, spécificité, légitimité de l'Union européenne sont les deux axes de mes travaux. Merci Gaëlle, parce que ça me permet de rebondir sur une autre réflexion qui va dans le sens de ce que vous venez de dire. Vous avez parlé de l'échec, ce n'était pas une constitution en fait, en 2005, du traité constitutionnel européen. Et lié à ça peut-être la notion de peuple européen. Certains nous disent qu'on ne peut pas avancer parce qu'il n'y a pas de peuple européen, donc c'est un vaste débat, chacun peut avoir son opinion là-dessus. Mais vu les circonstances géopolitiques, l'environnement, les citoyens, les paradigmes européens devraient sans doute évoluer. Il y en a certains qui sont convaincus, enfin, à l'Union des fédéralistes, on en est, devraient évoluer. Comment? Dans quelle direction? Nous sommes dans une Europe qui, pour l'instant, est intergouvernementale. Donc, on ne peut pas rien faire. On peut rien faire si un État membre le refuse, enfin, etc. Alors, on parle de constituante, on parle de nouveaux traités. Il va y avoir les élections au Parlement européen l'année prochaine. Qu'est-ce que l'on doit faire? Comment, face aux défis, en fait, assurer une meilleure souveraineté européenne, mais efficace, citoyenne?
Alors, il y a beaucoup de questions. Je pense qu'il y a deux questions dans votre question. Peut-être la question de la réflexion sur les moyens et les manières de faire évoluer l'Europe. Bien sûr, vous l'avez souligné, il y a un besoin dans un monde qui est en profonde mutation, qui montre la constitution d'empires, qui sont dans une logique d'expansion agressive. Et donc, certainement que l'Union européenne doit être plus efficace, plus réactive. La crise sur le Covid a montré qu'on avait besoin que les États prennent un support d'action supplémentaire. La crise en Ukraine montre aussi bien entendu que les valeurs sur lesquelles l'Union européenne s'est formée sont menacées à l'extérieur de ses frontières et très proches de nous, à l'intérieur aussi même de ses frontières. Il y a un besoin de réaffirmer ces valeurs. Je le disais aussi, il y a une réflexion à mener certainement sur les structures de légitimation de l'Union européenne. Il y a une désaffection citoyenne à l'égard de l'Europe. On le voit à chaque élection européenne et on espère que la prochaine montrera, et on a des techniques certainement pour repolitiser l'Union européenne. Je pense notamment aux Spitzenkandidat, cette idée que des élections européennes découleraient la personne qui est à la tête de la Commission européenne. Ça, c'est des idées qui devraient être plus débattues. On devrait certainement réfléchir à des moyens de faire évoluer. Et puis, on le sait, l'Union européenne a vocation, en tout cas les chefs d'État et de gouvernement ont acté l'élargissement de l'Union européenne, ce qui va forcément complètement changer son organisation, sa structure, et que dans cette perspective, il faudra certainement réformer cette Union européenne, donc pour la rendre plus efficace, pour la rendre plus légitime, et puis aussi certainement pour qu'elle fonctionne dans une union à plus de 27. Et pour ça, en effet, la manière de procéder, alors bien sûr, il y a la réforme des traités. On voit les impasses dans lesquelles nous mène une réforme des traités qui soit centrée autour des États et du verrou de la double unanimité, puisque si les États défendent leurs intérêts à la table des négociations, on se retrouve avec des compromis qui ne sont pas totalement satisfaisants. Et donc, certainement qu'il faudrait penser à une autre manière de procéder pour réformer ces traités, parce qu'on a besoin de les réformer, et à la fois le fait de mettre les États au centre du jeu n'est certainement pas une bonne option. Parce que les États ne sont pas les seuls sujets de l'intégration européenne. Les citoyens doivent aussi avoir leur mot à dire sur la manière dont on fonctionne entre des États, bien sûr, mais aussi entre des peuples. Comment on prend les décisions pour qu'elles soient légitimes, pour que les citoyens se sentent concernés. Alors, la constituante, oui, en effet, moi, c'est une des pistes que j'ai proposées dans ma thèse de doctorat, en disant oui, c'est possible d'avoir une constituante pour l'Union européenne. Maintenant, il faut une volonté politique en ce sens. Et là, pour le coup, il faut une volonté politique quand même des États, parce que ce sont eux qui, à l'heure actuelle encore, sont maîtres des traités. Alors, on voit qu'il y a des choses qui ont été lancées. On est en pleine... Enfin, en tout cas, il y a eu cette conférence sur l'avenir de l'Union. Moi, j'ai eu la chance d'être experte pour la conférence nationale sur l'avenir de l'Union européenne. Et donc, j'ai participé au débat de ces 700 citoyens qui ont été tirés au sort et qui ont donné de leur temps. C'était incroyable ce qui s'est passé, 700 citoyens qui ne connaissent pas l'Europe, qui n'y connaissent rien et qui viennent débattre ensemble de comment on pourrait faire pour avoir une meilleure Europe avec tout ce qu'ils en savent un petit peu. Et ils ont été conviés durant 3 week-ends de suite à réfléchir à ça, à faire des propositions fantastiques. Ça s'est passé bien sûr aussi à l'échelle de l'Union européenne, et donc le Parlement est en train de réfléchir à des propositions concrètes pour que ces propositions des citoyens ne tombent pas dans l'oubli. Et puis, je fais aussi partie, là, depuis, c'est tout récent, depuis fin janvier, d'un groupe de réflexion franco-allemand qui a été nommé par la ministre chargée des Affaires européennes, Laurence Bohn, et puis son homologue allemande, Anna Lührmann. Donc, on est 12 experts franco-allemands qui sommes chargés de réfléchir à la réforme des institutions de l'Union européenne et puis de ces structures de fonctionnement. Donc, voilà, bien sûr, il y a des choses qui sont en train de se passer pour que ça évolue. Oui, mais merci. Mais l'Europe, ce sont aussi les valeurs, oui, les valeurs démocratiques, état de droit, etc. On est dans un monde où il y a peut-être péril dans la demeure. Quand on voit l'Asie, quand on voit
Trump, enfin, etc. Et puis, la dimension européenne. Combien de pays? Quelle est votre position sur cette initiative qui a été prise de communauté politique européenne? Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant? Est-ce que ça devrait faire partie de ce pouvoir constituant global? Ou est-ce que c'est tout à fait en dehors de la plaque? Alors, la proposition de communauté politique européenne, déjà, je pense qu'il faut s'entendre sur les termes parce que derrière cette appellation, il y a pas mal de projets dont l'un est qui reviendrait à une forme d'Europe au cercle concentrique, hein, une forme d'intégration différenciée. Donc l'idée selon laquelle il y aurait une Europe noyau dur, soit qui soit celle d'aujourd'hui, soit une Europe encore plus resserrée autour de Ouais, pays. l'Europe de l'euro aussi, l'euro. L'Europe de l'euro, par exemple, en effet. Et puis, autour d'elle, une Europe qui, par cercle concentrique, permettrait d'associer des États à certaines politiques, au marché intérieur, et en contrepartie du respect des règles européennes, les associer à la défense de nos valeurs. Alors, c'est pas forcément une idée inintéressante dans le sens où, bien sûr que si on a une Europe plus resserrée, ça permettrait peut-être plus facilement d'envisager une assemblée constituante et donc d'approfondir vraiment l'intégration. Il est sûr qu'à l'heure actuelle, la Pologne et la Hongrie ne souhaitent pas du tout avoir une constituante. Et donc, la poursuite de l'intégration ne peut être que freinée par des États qui, en ce moment, en tout cas, ne partagent pas cette volonté d'approfondissement. Après, ça pose aussi la question traditionnelle qui est celle d'une forme d'uniformité des statuts, d'uniformité du droit européen. Il faut aussi se rendre compte à quel point l'intégration différenciée est source de complexité et que, pour donner un exemple, en fait, la plupart des instruments qu'on a mis qu'on a conçus à l'intérieur de l'Union européenne fonctionnent aussi si les États en tout cas sont fondés sur des valeurs communes. Je pense par exemple au mandat d'arrêt européen. Bien sûr qu'un État qui accepte de remettre un individu recherché pour être jugé ou pour purger sa peine à un autre État ne le fait qu'à la condition que cet État respecte le socle de valeurs, le droit à un procès équitable, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants en prison. Et bien entendu que ce n'est pas aussi simple de se dire qu'on va juste faire des cercles d'intégration différenciés parce que la plupart des instruments supposent qu'en fait on respecte les valeurs communes et que l'un ne va certainement pas sans l'autre. Donc il est assez difficile, à mon sens, de fractionner les choses, mais peut-être qu'il faut quand même penser des SAS, peut-être des SAS pour l'intégration ou l'adhésion, peut-être des SAS pour pouvoir permettre de penser l'intégration. Je pense qu'il y a en effet des réflexions à avoir et qu'il y a des réflexions à avoir, et je pense que c'est là où l'Union des fédéralistes européens a un rôle à jouer, hein, c'est qu'il y a un rôle à avoir de manière transdisciplinaire. On ne peut pas, je pense, répondre à tous ces enjeux en restant, en tout cas, en ayant des scientifiques et des chercheurs qui restent cloisonnés dans leur discipline. Moi, en tant que juriste, j'ai besoin que les économistes me parlent, que les politistes et les philosophes nourrissent mes réflexions aussi pour pouvoir avancer. Jérémy? Oui, vous savez que nous sommes très intéressés en tant que fédéralistes à une organisation politique et institutionnelle qui respecte à la fois la diversité, hein, cette diversité que vous évoquiez les termes, mais qui produisent une certaine unité politique. Et pour nous, le fédéralisme est un mode d'organisation politique et institutionnelle dans ce sens-là. Et vous avez soulevé certaines difficultés qui se posent à nous et en même temps les avancées récentes. Récemment, en octobre dernier, vous avez d'ailleurs organisé un colloque ou co-organisé un colloque à Lyon et vous animiez une session sur, je cite, « Dire ou taire, le paradoxe de la conflictualité dans l'Union européenne ». Alors, c'est une table ronde qui semble assez riche puisqu'on a des juristes, mais on a aussi des politistes dans cette table ronde. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Quelles leçons, où en sommes-nous sur cette question-là, dans cette réflexion?
Alors, je vous remercie de cette question. En effet, alors ce colloque, je ne vais pas vous parler que de la table ronde, parce qu'en fait, j'ai organisé le colloque dans son entier, qui était le colloque de lancement de la chaire européenne qui m'a été attribuée par la Commission. Et donc, c'est une réflexion qui m'anime depuis longtemps, ce rapport que l'Union européenne entretient à la conflictualité au sens large. Je ne parle pas du conflit entre l'Ukraine et la Russie ici, je parle du conflit au sens du clivage, du dissensus, de conflits entre les valeurs, de conflits entre les finalités, conflits entre les méthodes. Et en effet, la plupart des colloques qu'on a organisés au Centre d'études européennes depuis que moi je suis à Lyon tournaient autour de cette question quand même du rapport que l'Union européenne au conflit. Et je pense qu'on a un rapport qui est vraiment très ambivalent. On le sait, l'Union européenne s'est construite sur l'objectif de la paix, donc pour éviter le conflit entre les États. Et on a mis en place des outils pour essayer de gommer et de lisser les conflits entre les États, pour faire en sorte qu'ils créent du commun en mettant de côté leurs divergences. Donc, bien sûr que ça fait partie de l'ADN de l'intégration européenne, en quelque sorte, cet évitement du conflit, et on l'a fait beaucoup en remettant les prises de décision à des instances supranationales, la Commission, la Cour de justice de l'Union européenne, qui a joué un rôle énorme en se faisant le relais d'un moteur de l'intégration européenne lorsque celle-ci a été un peu privée de souffle. Et donc, les avancées ont été réalisées par le droit, par la norme, par le recours à des agences d'experts qui se sont fondées sur une rationalité de type, une légitimité de type rationnel pour affirmer la prise de décision. Alors, bien sûr que c'est intéressant parce que ça nous a permis de progresser dans l'intégration et assez loin. Et néanmoins, eh bien, cet évitement du conflit, il produit un effet dépolitisant sur les citoyens qui ont l'impression que les décisions sont prises sans qu'on leur présente des alternatives possibles et sans qu'ils aient la capacité d'en débattre. Et moi, je pense que le conflit au sens d'un choix entre différentes options possibles est fondé sur des conceptions du monde différentes, ça fait partie de la démocratie et qu'il faut certainement redonner sa place au conflit, à la conflictualité, au dissensus, au clivage, pour repolitiser l'Union européenne. Donc ça, le colloque était vraiment centré sur ce rapport que l'Union européenne entretient au conflit, et bien entendu au conflit de valeurs, parce que je pense qu'il y a des conflits qui sont plus complexes que d'autres, que l'Union européenne peut gérer les conflits entre les méthodes. Ok, on veut faire des choses, mais on ne sait pas comment les faire. Ça, c'est possible. On peut faire avec ça. On peut faire avec un conflit entre les méthodes. On peut faire avec un conflit sur les finalités ou sur les buts. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'Union européenne, elle s'est aussi construite parce qu'il y a une dialectique et du coup, ces frictions entre les méthodes, ces frictions entre les finalités de l'Union, elles ont permis à l'Union d'avancer et d'être intégrée, davantage intégrée. On dit souvent que l'Union européenne, c'est le produit de ses crises et le résultat de ses crises, et elle fonctionne aussi par ça. À la fois, il y a des conflits qui sont beaucoup plus complexes à résoudre et qui pourraient vraiment rompre le pacte constitutionnel européen et les valeurs qui nous fondent. Bien sûr que c'est des conflits sur les valeurs. Et moi, je suis pour affirmer fortement qu'on doit respecter les valeurs de l'Union européenne et qu'on doit les respecter de manière commune et qu'il n'y a pas la place pour une conception différente, notamment sur l'indépendance de la justice. On ne peut pas admettre la prétention de certains États à considérer qu'il s'agit d'une forme de diversité, qu'on pourrait être diversifié sur la conception que l'on a de l'indépendance à la justice. Et puis, il y a un autre conflit qui est complexe aussi, c'est le conflit entre les niveaux. C'est-à-dire que l'articulation entre le niveau étatique et le niveau de l'Union européenne ne se fait pas sans heurts, on le sait. Il y a je parle juste parce que je suis juriste, des stratégies de résistance de certaines cours constitutionnelles, résistance à la primauté du droit de l'Union européenne. Ça, c'est aussi un conflit qui est complexe et qui est un vrai obstacle à la poursuite de l'intégration. Donc, en fait, mon idée, quand j'ai organisé ce colloque avec mon collègue Loïc Robert, c'était vraiment de réunir pas seulement des juristes
parce qu'on a forcément un prisme qui est normatif, hein, qui ne permet pas d'englober toute la richesse de ces discussions. Donc, il y avait des philosophes, des politistes, des historiens. On a réfléchi tous ensemble à cette dimension que je viens d'essayer d'expliquer, hein, ces différentes figures de la conflictualité dans l'Union européenne. Et puis aussi, bien sûr, l'ambition, c'est de voir comment on peut réintroduire du conflit sans pour autant porter atteinte à l'ambition de progresser dans l'intégration européenne. Donc, on a exploré ensemble les moyens de repolitiser l'Union européenne, de réintroduire du conflit, peut-être du conflit avec des stratégies de judiciarisation, mais aussi, bien sûr, de la repolitisation des institutions européennes. Très bien. Je vais laisser la parole à Olivia, mais ça me permet une transition. Conflit, divergence, il y a un domaine où ce n'est pas facile au niveau européen. Vous avez réfléchi là-dessus, c'est celui de l'asile, des migrations, etc. Je laisse la parole à Olivia qui va vous poser une question en la matière. Oui, puisque vous avez abordé la question des valeurs européennes, j'aimerais donc aborder avec vous la problématique du droit d'asile et l'accueil des réfugiés. Donc, comment promouvoir une meilleure politique européenne en matière de droit d'asile, d'accueil des réfugiés, au regard des accords de Dublin qu'il faut bien évidemment réformer, et pas simplement sous le prisme de la guerre actuelle et de l'accueil des Ukrainiens. Oui, on soulève là une politique de l'Union européenne qu'il faut repenser en profondeur. Hein. C'est vraiment, bien entendu, nécessaire pour que l'Union européenne respecte les valeurs qu'elle proclame, notamment la protection des personnes et de leurs droits fondamentaux et des personnes réfugiées et en demande de protection. J'ai travaillé sur cette question de l'accueil des personnes déplacées d'Ukraine et on ne peut que se féliciter que la directive protection temporaire ait enfin été activée. Hein. C'est un instrument juridique qui existe depuis 2001 et qui permet, lorsqu'il y a un afflux massif de personnes en demande de protection internationale, qui permet de passer outre le système très restrictif de Dublin pour donner tout de suite une protection à ces personnes, donc la possibilité de rester sur le territoire de l'Union européenne, de choisir l'État dans lequel elles souhaitent s'installer, d'avoir tout de suite des droits au logement, droit de travailler. Et donc, bien entendu, cette directive protection temporaire permet aussi, parce qu'elle ne concentre pas les demandes de protection dans un seul État, de remédier à la problématique, l'un des problèmes de ce que vous avez nommé, hein, du règlement Dublin, du système Dublin, qui est de concentrer les demandes d'asile sur des pays qui ne sont plus du tout en mesure de les gérer, puisque en fait, on a un système d'asile qui repose sur le fait que les États se sont mis d'accord pour gérer les demandes d'asile en établissant des États responsables du traitement de la demande. Et l'un des critères, et quasiment le principal critère qui est pris en compte, c'est l'État de première entrée. C'est-à-dire que, par principe, l'État sur lequel rentre la personne en demande de protection est responsable du traitement de sa demande. Et donc, ça concentre les demandes d'asile sur les États qui sont en bord de mer, puisque comme il n'y a pas de visa pour l'asile, les personnes arrivent forcément par des moyens illégaux, c'est-à-dire qu'ils arrivent par la mer, hein, par les bateaux. On voit s'égrener les bateaux de migrants qui s'échouent. Pourquoi ? Parce que ces personnes tentent de rejoindre le continent européen pour obtenir une protection parce qu'ils sont dans des conditions terribles dans les États qu'ils quittent. Et donc, bien sûr que la Grèce, l'Espagne, l'Italie concentrent toutes les demandes d'asile, ne peuvent pas faire face à l'afflux des réfugiés. Et bien sûr qu'il faut changer ce système. Et donc, les États avaient réussi à se mettre d'accord sur cette directive adoptée en 2001, protection temporaire, qui n'a jamais été déclenchée jusqu'à maintenant. En tout cas, elle vient de l'être pour les personnes déplacées d'Ukraine. Mais le drame syrien en 2015, hein, l'afflux massif de réfugiés de Syrie, n'avait pas permis aux États de déclencher ça. Donc, bien sûr que c'est une avancée. Les 27 se sont mis d'accord pour déclencher cette protection temporaire. Moi, je crois que
ce n'est pas du tout le signe d'un changement de paradigme dans la politique migratoire et la politique d'asile de l'Union européenne. C'est vraiment très circonstancié. Pour le dire peut-être un peu cyniquement, mais je pense que la Pologne, qui est confrontée à une pression constante de la part de la Commission sur le respect de l'état de droit, a aussi un petit peu joué de cet argument d'ouverture de ses frontières aux personnes déplacées d'Ukraine, puisque c'est la Pologne qui reçoit le plus de personnes déplacées d'Ukraine. Et donc, il y a aussi quelque chose qui s'est joué ici autour oui, comme si la Pologne avait monnayé un peu son soutien, en tout cas son acceptation que l'on ouvre davantage les frontières aux personnes déplacées d'Ukraine pour ne pas subir les foudres de la Commission européenne sur le côté état de droit. Donc, bien sûr qu'il faut repenser la politique d'asile et la politique migratoire dans l'Union européenne. Là encore, c'est un des domaines qui dépend de la volonté des États membres. Parce que le Parlement européen n'a pas le droit d'initiative. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut certainement changer. Le Parlement européen ne peut pas, de sa propre initiative, proposer une réforme du système d'asile. Et donc, bien sûr qu'il peut y avoir une contrainte, puisque la Cour européenne des droits de l'homme, cette fois, a montré à quel point ce système d'asile Dublin était problématique parce qu'il conduit des États à renvoyer une personne qui demande l'asile dans l'État où il doit voir sa demande traitée, quitte à le soumettre à des conditions d'accueil dégradantes, puisque c'est sûr que si la France renvoie une personne vers la Grèce parce que la Grèce est censée traiter sa demande d'asile, eh bien, on sait bien que cette personne, elle va attendre 3 ans dans un camp en attendant que sa demande soit traitée. Et là, peut-être que l'aiguillon de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est à Strasbourg, pourrait permettre de faire pression pour que le règlement de Dublin soit modifié en profondeur. Très bien. Revenons également sur le fédéralisme. Vous nous avez dit au début que le modèle européen, c'est un modèle ad hoc, oui, un modèle qui évolue, etc. Il y a des progrès qui ont été faits en matière de fédéralisme. Est-ce que l'euro, c'est fédéral? Est-ce que la Cour de justice, c'est fédéral? Est-ce que ce que nous avons fait, la mise en commun des dettes, c'est fédéral? Il y a une autre initiative qui a été prise, qui est le parquet financier européen. Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à cette idée fédérale que nous pourrions avoir? Est-ce que c'est une avancée? Alors oui, sans aucun doute, le parquet financier, c'est un organe qui œuvre pour la défense d'intérêts proprement fédéraux, puisqu'il s'agit de protéger les intérêts financiers de l'Union européenne en exerçant tous les pouvoirs qui sont traditionnellement dévolus à un ministère public pour protéger justement des intérêts qui ne sont pas des intérêts des États, mais qui sont des intérêts de l'Union dans son ensemble. Donc là, on est clairement dans une perspective fédéraliste, qui plus est dans un domaine qui est vraiment un domaine qui est considéré comme un domaine régalien, puisque c'est le droit pénal. Et donc, bien sûr qu'il faudrait avancer, je pense, dans le respect du principe de subsidiarité qui veut qu'on respecte aussi le niveau étatique et ce qu'il peut apporter. Mais en tout cas, oui, de progresser lorsqu'on identifie des domaines dans lesquels on doit agir en commun. Et alors là, la liste est très longue. La lutte contre le dérèglement climatique ne peut pas se régler par une action isolée des États. C'est un leurre. Il faut complètement changer de paradigme et il faut changer ensemble. Bien sûr que l'énergie est une problématique qui affecte l'ensemble des États, même s'ils ont des bouquets énergétiques distincts, et qu'il faut réfléchir ensemble à la manière dont on peut préserver l'indépendance énergétique des États, ce qui va être un des grands chantiers des années à venir. La santé, on l'a vu avec certainement le Covid qui nous a affectés, n'est certainement pas la dernière de ces épidémies dont les scientifiques annoncent déjà que du fait du dérèglement climatique, on va être confronté à de la porosité entre les habitats naturels et puis l'habitat humain, qu'on va s'être confronté à de nouvelles épidémies. Et bien sûr que c'est encore un des domaines dans lesquels les États ne peuvent pas agir seuls. Et je pense que plus généralement, dans un monde globalisé, dans un monde mondialisé, il y a très peu de domaines en réalité où une action isolée a encore du sens. Alors après, il faut arriver à avoir un équilibre entre
entre ce qui se décide à l'échelle européenne, ce qui se met en œuvre à cette échelle-là. Je pense qu'il y a vraiment une réflexion assez fine sur la répartition des compétences, mais bien sûr qu'il faut progresser. Je pense que le parquet financier est un exemple de ce qu'on peut faire. Je pense que même qu'on pourrait renforcer son action. Du coup, je refais un lien avec quand même sur l'état de droit. Bon, on voit bien qu'on a deux États, la Pologne et la Hongrie. On pourrait même peut-être élargir un peu la liste, en tout cas quand on parle de corruption par exemple, mais en tout cas la Pologne et la Hongrie qui sont clairement dans une démarche affichée de revendiquer le droit à développer un modèle illibéral, c'est-à-dire dans lequel on a une conception différente de l'état de droit. Et que ça devrait être possible. Comme je l'ai dit, moi, ma position, c'est que ça ne peut pas être négociable, le socle de valeurs sur lesquels on progresse. Et on voit bien que là, il y a une difficulté à trouver des instruments qui permettent de garantir le respect de ces valeurs. La sanction politique ne fonctionne pas. On a une procédure, l'article 7 du traité sur l'Union européenne, qui permettrait de sanctionner un État qui porte atteinte à ces valeurs de l'Union européenne. Et pour l'instant, cet instrument n'a pas été déclenché. En revanche, l'arme financière, l'arme budgétaire semble fonctionner parce qu'on a un nouveau mécanisme qui permet de suspendre le versement des fonds européens à des États qui seraient responsables de violation des valeurs de l'Union, qui porteraient atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. Et c'est là, à mon sens, que le parquet financier pourrait aussi avoir, lui, un rôle à jouer pour aussi contribuer avec ses propres outils et ses propres instruments à la lutte pour le respect des valeurs à travers ce lien avec les intérêts financiers de l'Union. Parce que, bien entendu, l'Union verse des fonds et on doit s'assurer que les fonds européens sont versés à des États qui les utilisent conformément aux principes d'État de droit et sans nourrir des régimes corrompus, par exemple. Gaël, nous arrivons à la fin de cet entretien, mais je suis sûr que Jérémy a une dernière question à vous poser. Parce qu'on sent la diversité des sujets qui sont mis en débat et aussi puisque ils sont sous le coup de tensions et d'intégration, d'un besoin d'intégration supérieure. Et nous, dans le Conseil scientifique, nous avons avec l'Union des fédéralistes européens, nous avons souhaité amener des personnes, des spécialistes de diverses disciplines. On sent que l'intégration européenne, ce n'est pas les aspects institutionnels, politiques, juridiques et philosophiques sont extrêmement importants. C'est un peu le fer de lance de l'intégration européenne. C'est aussi un espace de dialogue, de discussion, de réflexion. Et c'est tout à fait normal. Mais il y a d'autres aspects. Il y a les aspects économiques, il y a évidemment les aspects culturels. Comment est-ce que vous voyez le travail du conseil scientifique, les sujets possibles qui pourraient être développés en son sein et voilà, dans un dialogue entre les différents spécialistes réunis? Alors, comme je le disais au début de cet entretien, moi, je pense que c'est vraiment l'atout du Conseil scientifique et de l'Union des fédéralistes européens, c'est de décloisonner les savoirs et les compétences et de permettre aux gens qui sont issus de différentes disciplines scientifiques, mais aussi pas forcément de personnalités du monde académique, parce qu'heureusement que le savoir et les connaissances ne sont pas réservés aux personnalités qui sont enseignants-chercheurs. Et je pense que c'est vraiment l'un des endroits, ce type en effet d'association, de groupement qui va réunir des spécialistes de différentes disciplines, permettre de croiser les regards, est fondamental pour affronter les défis qui sont ceux auxquels sont confrontées l'intégration européenne, dans le but de faire progresser celle-ci. Et c'est aussi ça qui est intéressant à l'Union des fédéralistes européens, c'est qu'on partage une volonté d'approfondir l'intégration et de la faire vivre. Et donc, c'est un endroit de réflexion qui a toute sa place dans le débat actuel, et son expertise reconnue devrait lui permettre, j'espère, de jouer un rôle de premier plan comme force de proposition, comme force de réflexion et comme force d'analyse. Un grand merci Gaël. Effectivement, les défis sont devant nous. Tout à fait. C'est clair, donc on est tous ensemble et on va travailler ensemble pour essayer de les résoudre au mieux.
pour nos citoyens européens. Un grand merci, Gaëlle. Merci beaucoup. Merci.